À 2h47 du matin, mon téléphone s'est allumé avec un message de mon mari. Je suis chez Evelyne. Viens me chercher ou c'est fini. J'ai répondu sans hésiter. Alors c'est fini. Exactement une minute plus tard, j'ai transmis sa position au mari d'Evelyne. Au lever du soleil, mon désormais ex se tenait devant ma porte, les yeux rougis, les vêtements froissés, le désespoir collé à lui comme de la fumée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui allait changer ma vie. La paix a un goût bien plus doux que la vengeance. À 2h48 du matin, la voix de Nathan Hart a retenti dans mon téléphone, calme et posée malgré le chaos. Votre mari est chez moi avec ma femme. Il appelait depuis l'aéroport international de Dubaï, mais il semblait pourtant plus calme que moi. Une minute plus tôt, je lui avais envoyé la localisation qui confirmait ce que nous savions déjà tous les deux. Je m'attendais à un appel suppliant de Dominique, à des excuses, à des justifications, à n'importe quoi. Au lieu de cela, j'ai eu droit au calme et à la sérénité de Nathan. Depuis combien de temps le savez-vous ? M'a-t-il demandé. Environ 60 secondes de plus que toi, ai-je répondu, les yeux fixés sur le dernier message de Dominique qui brillait encore sur l'écran. Viens me chercher ou c'est fini. En vérité, c'était fini depuis des mois. Ce n'était qu'une déclaration officielle qu'aucun de nous n'avait osé prononcer à voix haute. 3 semaines plus tôt, j'étais assise à côté de Dominique à la table de ma mère, prétendant que notre mariage valait la peine d'être sauvé. Ce dîner dominical me hante encore aujourd'hui, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que j'ai désespérément essayé d'ignorer ce qui se trouvait juste devant moi. Ma mère, Vera, avait préparé son célèbre rôti, celui qu'elle ne faisait que pour les occasions spéciales. Elle n'arrêtait pas de nous féliciter, levant son verre et disant « 4 ans le mois prochain. Vous me faites croire à nouveau en l'amour. » Dominique me serrait la main sous la table, la paume moite. Je sais maintenant que ce n'était pas de l'affection, mais de la culpabilité. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes, et à chaque fois, il y jetait un coup d'œil, tapait une réponse rapide, puis se servait une autre tranche de viande comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué la tension subtile dans ses épaules, le léger décalage dans son rire lorsque mon frère Trevor racontait l'une de ses interminables histoires de pêche. Le jeu se décomposait, mais je refusais de le voir. Avant de continuer, je voudrais faire une pause dans cette histoire de trahison et de libération. Si vous pensez qu'aucune femme ne devrait jamais recevoir un ultimatum à 2h47 du matin de la part d'un mari infidèle, abonnez-vous, c'est gratuit et cela aide davantage de personnes à découvrir ces histoires de vérité et de force. La même semaine, j'ai découvert le reçu. Il est tombé de sa veste pendant que je faisais la lessive. Mohen Chandon, 12 743 $, acheté à 23h47 un mardi. Il avait prétendu qu'il travaillait tard, réparant une panne de serveur au bureau. Le papier était froissé, enfoncé profondément dans la poche comme un secret destiné à rester caché. Je suis resté là, le tenant dans ma main, l'estomac noué. Pas de chagrin, pas encore, juste la lourde prise de conscience que j'avais choisi l'aveuglement plutôt que la clarté. J'ai glissé le reçu dans mon sac à main, je n'ai rien dit pendant le dîner et je l'ai regardé jouer le rôle d'un mari dévoué tandis que ma famille applaudissait l'illusion. Il m'a servi mon vin avec soin, a raconté comment nous nous étions rencontrés lors du vernissage d'une galerie 5 ans plus tôt, sa main posée légèrement sur mon épaule tandis qu'il décrivait son « coup de foudre ». Ma mère souriait largement. Mon père approuvait d'un signe de tête. La femme de Trevor, Élise, a soupiré et a déclaré que nous étions un couple idéal. Je sentais l'ironie dans chaque bouchée. Tout le monde croyait à l'image que nous projetions, y compris moi. En réalité, nos matins étaient déjà la preuve la plus évidente de notre déclin. Dominique préparait toujours le café pour nous deux, mais il détournait désormais son téléphone lorsqu'il faisait défiler ses messages. Nos baisers d'au revoir s'étaient réduits à des gestes rapides et insignifiants. Il avait commencé à prendre sa douche le soir, remplissant l'appartement d'une eau de Cologne trop forte, trop délibérée pour être destinée au sommeil. Grande présentation demain, murmurait-il en se dirigeant vers la salle de bain à 22h, son téléphone à la main. Allongé dans mon lit, j'écoutais l'eau couler bien plus longtemps que nécessaire, me demandant s'il lui envoyait des messages derrière cette porte fermée. Même le parfum qui s'échappait, un nouveau gel douche, cher et étranger, me disait qu'il était en train de se transformer en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était plus à moi. Le pique-nique estival de l'entreprise aurait dû me servir de signal d'alarme. 2 mois avant ce message matinal,
Nous nous étions réunis au Green Lake Park pour jouer au volley et faire un barbecue. Nathan Hart avait présenté sa femme, Evelyn, avec une fierté affectueuse, le bras autour de ses épaules, la qualifiant de « meilleure moitié ». Elle m'a salué avec un sourire trop poli, trop bref, ses yeux se détournant dès que nous nous sommes serrés la main. Lorsque Dominique a commencé à raconter son histoire préférée sur le compte Peterson, celle qui était censée le retenir tard au travail, Evelyn a ri comme si elle avait été là. Sa main reposait sur son bras, et elle ne l'a pas bougé lorsqu'elle a montré la table des desserts. C'était un détail insignifiant, mais j'ai senti la vérité m'envahir. Plus tard, pendant le match de volley, ils ont échangé un regard par-dessus le filet. Pas seulement un regard, mais un regard chargé d'histoire, de secrets et de compréhension. Dominique a raté la balle parce qu'il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Tout le monde a ri, sauf moi. Debout sous le soleil de juillet, transpirant dans ma robe d'été, j'ai compris exactement pourquoi il avait insisté pour participer à un pique-nique d'entreprise dont il se plaignait habituellement. Ce jour-là, j'ai enfin cessé de faire semblant et j'ai commencé à observer. Après cela, j'ai tout remarqué. Les frais d'abonnement à la salle de sport, non pas celle située à 3 pâtés de maison, mais celle de Frémont, commodément située près du quartier d'Evelyn. Le timing suspect de chaque urgence du compte Peterson, qui coïncidait toujours avec les voyages à l'étranger de Nathan. Le jeudi précédent ce dîner fatidique chez ma mère, Dominique a appelé vers 19h pour dire qu'il rentrerait encore tard. Son ton était forcé et désinvolte, chaque mot était prononcé avec trop de précaution. Peterson fait des difficultés au sujet des rapports trimestriels, a-t-il dit. Ne m'attends pas. Je me tenais dans la cuisine, tenant dans mes mains les lasagnes que je venais de terminer, son plat préféré, préparé avec une sauce maison qui prend 3 heures à faire, et j'ai simplement répondu « D'accord ». C'était tout. Juste « D'accord ». Car que pouvais-je dire d'autre? J'ai dîné seul à notre petite table, en parcourant son fil d'actualité sur les réseaux sociaux et en réalisant qu'il avait aimé toutes les publications d'Evelyn du mois dernier. Selfies à la plage, photos de café du matin et toutes ces citations soigneusement mises en scène sur le fait de « suivre son cœur » et « la vie trop courte pour avoir des regrets ». Chaque petit émoji en forme de cœur me semblait être une trahison silencieuse, une traînée de miettes de pain menant à la vérité que je pressentais déjà. Lorsque Nathan m'a appelé à 2h48 du matin depuis l'aéroport international de Dubaï, sa voix était calme, presque trop calme. À ce moment-là, j'ai compris que nous avions tous deux vu nos mariages s'effondrer depuis 2 continents différents. Lui depuis une chambre d'hôtel quelque part au Moyen-Orient, et moi depuis la moitié froide de notre lit à Seattle. Je viens d'acheter un billet pour rentrer à la maison, m'a-t-il dit après notre brève conversation. Je rassemble des preuves depuis des semaines. Ma sœur Tessa m'envoie des captures d'écran des stories Instagram d'Evelyn, mais j'avais besoin de quelque chose de concret. Et je viens de te le donner, ai-je répondu d'une voix calme dans l'obscurité de notre appartement. Ruby, a dit Nathan doucement, et j'ai pu entendre le poids de ce qui allait suivre. Merci de ne pas m'avoir laissé rester dans l'ignorance plus longtemps que nécessaire. Nous avons mis fin à l'appel sans nous dire au revoir, 2 étrangers liés par la même trahison, sur le point de naviguer dans les ruines laissées par des personnes qui avaient cessé de nous aimer bien avant que nous ne nous en rendions compte. Je me suis assise dans le noir, l'ultimatum de Dominique toujours affiché sur mon téléphone, et j'ai compris que ce moment n'était pas arrivé soudainement. Il s'était préparé pendant des mois, à travers chaque reçu, chaque écran de téléphone incliné, chaque douche tardive, tout cela menant à 2h47 du matin, un mercredi quelconque, lorsque l'acte a finalement pris fin et que la vérité a été révélée. Le lundi suivant, le relevé de carte de crédit est arrivé, glissé entre les prospectus des supermarchés et la facture d'eau. Je l'ai presque manqué, et je l'aurais manqué si l'appel de Nathan n'avait pas aiguisé mon attention. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai déchiré l'enveloppe, mais elles ont commencé à trembler lorsque j'ai vu ce qu'elle contenait. Fitcore Gym abonnement mensuel, $180. L'adresse était à Frémont, loin de notre appartement, mais à seulement 3 pâtés de maison du colonial d'Evelyn sur Maple Avenue. Ce soir-là, Dominique est rentré à la maison avec une nouvelle énergie, sa chemise moulante révélant ses nouveaux muscles. Ses épaules semblaient plus larges, sa taille plus fine. J'avais déjà remarqué ces changements, mais je les avais attribués au stress, peut-être à un changement d'habitude, comme une consommation moindre de bière. Maintenant, le schéma était clair. Le réveil à 5 heures du matin, le sac de sport qui vivait en permanence dans sa voiture,
les boissons protéinées qui remplissaient notre réfrigérateur. On devrait peut-être commencer à faire du sport ensemble, ai-je dit avec désinvolture, en pliant le relevé de carte de crédit et en le laissant sur le comptoir, là où il ne pourrait pas le manquer. Il y a un nouvel endroit sur Pine Street qui propose une offre pour les couples. Il se tenait devant l'évier, dos à moi, en train de laver une pomme. Ses épaules se raidirent. « Je préfère m'entraîner seul », dit-il après un moment. C'est mon moment de réflexion, une façon de me vider la tête avant que la journée ne commence. Frémont, c'est loin pour réfléchir, dis-je calmement. La pomme s'arrêta sous l'eau courante. Il ferma lentement le robinet et se tourna vers moi. C'est près du bureau, a-t-il finalement dit. J'y vais parfois avant le travail. Mais son bureau était en centre-ville, loin de Frémont. Nous le savions tous les deux. Il a croqué dans la pomme, le craquement résonnant dans la cuisine silencieuse, puis il est passé devant moi sans un mot. La déclaration est restée là où je l'avais laissée, intacte, ignorée, un mensonge silencieux entre nous. 2 semaines plus tard, ce fut le mariage de ma sœur Amélia, une épreuve que je n'étais pas censée réussir. L'invitation était affichée sur notre réfrigérateur depuis des mois. L'hôtel Fairmont, en centre-ville, une soirée en tenue de soirée. J'avais acheté une robe bleu marine délicatement brodée de perles. Dominique m'avait promis que nous passerions le week-end là-bas, que nous séjournerions à l'hôtel et que nous prendrions un brunch le lendemain matin, comme nous le faisions lorsque nous sortions ensemble. Ce matin-là, tout en ajustant sa cravate, il m'a dit « J'ai vérifié les tarifs. C'est $300 la nuit. On devrait probablement rentrer à la maison après. » Le mariage d'Amélia, c'est une fois dans une vie, ai-je répondu doucement, même si je savais déjà ce qu'il allait dire ensuite. On restera pour la cérémonie et le dîner, mais j'ai une réunion tôt lundi matin. Je dois me préparer dimanche. Son regard ne croisa pas le mien. À la réception, j'ai regardé Amélia et son nouveau mari, Marcus, partager leur première danse. Dominique se tenait à côté de moi, la main posée sur le bas de mon dos, le même geste théâtral qu'il avait perfectionné. Pendant le service de la salade, ma cousine Harper s'est penchée vers moi, la voix douce. « Tout va bien entre vous deux ?» m'a-t-elle demandé pendant que Dominique était au bar. Il a l'air distrait. Le travail est exigeant, ai-je répondu automatiquement, une excuse trop souvent utilisée pour être encore crédible. Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient remplis d'une inquiétude silencieuse. Si jamais tu as besoin de parler... Dominique est revenu juste au moment où le plat principal était servi. Son téléphone a vibré, il l'a regardé, a froncé les sourcils et a dit « Je dois répondre. Peterson est en pleine crise. » Il se dirigea vers le hall, déjà en ligne, passant la main dans ses cheveux, une habitude nerveuse que je connaissais trop bien. 10 minutes passèrent. Puis 15. Notre repas refroidit. Quand il revint, sa chemise était légèrement sortie de son pantalon, ses cheveux un peu en bataille. « Peterson va bien ?» demandai-je. « Oui, je devais juste vérifier quelques chiffres », répondit-il en s'asseyant rapidement, les yeux à nouveau rivés sur son téléphone. À 2 reprises pendant la réception, il s'est excusé pour des « appels urgents ». À chaque fois, il est revenu avec quelques petits changements. Un col déplacé, une trace de parfum inconnu, son alliance légèrement tournée, comme s'il venait de l'enlever. Pendant le lancer du bouquet, alors que toutes les femmes célibataires se rassemblaient sur la piste de danse, Harper se tenait à côté de moi. « Dominique est parti depuis un moment », a-t-elle dit doucement. Il était parti pour son 3e appel près de 20 minutes plus tôt. À travers les fenêtres de la salle de bal, je l'ai vu faire les 100 pas dans le hall, le téléphone à l'oreille, ses gestes trop animés pour correspondre à un appel professionnel. « Ruby », murmura Harper, « tu mérites mieux que ça. » Je voulais le défendre, insister sur le fait qu'elle ne comprenait pas, que son travail était vraiment stressant, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je l'observais à travers la vitre, me demandant qui était à l'autre bout du fil. Qui valait la peine de manquer le mariage de ma sœur. Le jeudi suivant, notre réunion du club de lecture s'est terminée tôt. Nous avions lu un thriller sur une femme qui découvrait la double vie de son mari, et la discussion était devenue inconfortable, trop de regards se posaient sur moi. Je suis partie avant le dessert, prétextant un mal de tête, et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Quand je me suis garée, les fenêtres de notre appartement brillaient doucement dans l'obscurité, ce qui était étrange, étant donné que Dominique m'avait envoyé un SMS plus tôt pour me dire qu'il travaillerait encore tard.
Je montais les escaliers aussi silencieusement que possible, glissant ma clé dans la serrure sans faire de bruit. La porte s'ouvrit sur Dominique, assis sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran projetant une lumière pâle sur son visage. Il était en train de discuter avec quelqu'un par vidéo. Je ne pouvais pas voir qui, mais la voix qui sortait des haut-parleurs était indéniablement féminine, légère, familière et rieuse. Dès qu'il m'aperçut, il referma son ordinateur portable si brusquement que je m'attendais presque à entendre l'écran se fissurer. « Tu rentres tôt ?» dit-il en se levant trop rapidement, la tension se lisant clairement dans la raideur de ses épaules. « Le club de lecture s'est terminé plus tôt », répondis-je en posant mon sac à main sur le comptoir. C'est alors que j'ai commencé à remarquer les détails qui m'avaient échappé dans ma précipitation à rentrer. 2 verres à vin sur la table basse, dont l'un avait été poussé à la hâte derrière une pile de magazines. Une bougie brûlait sur la cheminée, pas l'une des nôtres, mais une bougie neuve et coûteuse, qui sentait le jasmin et la vanille. Les coussins du canapé avaient été réarrangés de manière plus ordonnée et plus confortable que d'habitude. « À qui parlais-tu » demandai-je. « Derek » répondit-il immédiatement. « Il prépare quelque chose pour ton anniversaire et voulait mon avis sur les restaurants. » Mon anniversaire était encore dans 4 mois. Derek n'avait jamais rien prévu pour cela depuis 5 ans que nous le connaissions. Mais Dominique s'empressa de s'expliquer, parlant à toute vitesse de fêtes surprises, de plans secrets et de son envie de rendre cette année spéciale. La bougie vacillait entre nous, son parfum inconnu emplissant la pièce. Je me suis dirigé vers la cuisine, remarquant la bouteille de vin ouverte sur le comptoir, un pinot noir qui n'était pas là le matin même. 2 verres, dont un rincé et placé dans l'égouttoir. « Derek boit de la bière », ai-je dit doucement. « Il essaie d'être plus sophistiqué », a répondu Dominique, mais sa voix était devenue monotone. Le lendemain matin, j'ai trouvé la bougie dans la poubelle de la salle de bain, enveloppée dans du papier journal comme s'il cachait des preuves. Les verres avaient été mis dans le lave-vaisselle, qui avait déjà tourné pendant la nuit, comme si un cycle de lavage pouvait effacer ce qui s'était passé pendant que je discutais d'infidélité fictive au club de lecture. 3 jours plus tard, Nathan a organisé une fête d'adieu au bureau. C'est Evelyne qui s'en est chargée, bien sûr. Elle a imprimé des photos des étapes importantes de son projet et a fait appel à son restaurant thaïlandais préféré pour le traiteur. Elle portait une robe noire qui semblait trop élégante pour un départ du travail, et son maquillage était impeccable malgré les larmes qu'elle essuyait sans cesse. 6 mois, a-t-elle déclaré à l'Assemblée, la voix tremblante, 6 mois entiers sans lui. Nathan se tenait à côté d'elle, son bras maladroitement posé autour de sa taille, l'air mal à l'aise face à l'émotion qu'elle affichait. Lorsque nos regards se sont croisés à travers la pièce, il y a eu un éclair de reconnaissance mutuelle, 2 personnes assistant au même spectacle. Alors que la foule commençait à se disperser, Nathan s'est approché de moi près de la machine à café. « Ruby, j'aimerais te demander une faveur. » Il a sorti son téléphone pour ajouter mon numéro. « Pourrais-tu prendre des nouvelles d'Evelyne de temps en temps ? Elle dit qu'elle ira bien, mais 6 mois, c'est long. » « Bien sûr, » répondis-je en enregistrant son numéro. « Je garderai un œil sur elle. » Derrière lui, je vis Dominique poser sa main sur l'épaule d'Evelyne et se pencher vers elle pour lui murmurer quelque chose qui la fit rire à travers ses larmes. Mon estomac se noua. À Thanksgiving, 3 mois après le départ de Nathan, l'air était devenu vif et froid, 38 degrés, selon mon tableau de bord. La maison de mes parents brillait de 1000 feux dans l'obscurité, les fenêtres embuées par l'odeur du dîner. Je suis restée assise dans ma voiture un moment avant d'entrer, vérifiant une dernière fois mon téléphone. Le dernier SMS de Dominique, envoyé 2 heures plus tôt, disait « Je suis en retard. Commencez sans moi. » À l'intérieur, ma mère Vera avait dressé la table de la salle à manger avec son plus beau service en porcelaine et plié les serviettes en forme de cygne. Mon père Cullen était dans son fauteuil inclinable en train de regarder le football. Mon frère Trevor et sa femme Élise étaient déjà là avec leurs jumeaux. La maison était remplie de rire, de l'odeur de la dinde et du confort de la routine. « Où est Dominique ?» demanda ma mère en me tendant la casserole de haricots verts. « Il sera bientôt là. Une urgence au travail. » Le mensonge me venait facilement désormais. À 6 heures, nous ne pouvions plus attendre. Les jumeaux étaient agités et la dinde commençait à se dessécher. Nous nous sommes assis, la chaise vide de Dominique comme une accusation silencieuse. Mon père s'est éclairci la gorge et a dit le bénédicité, d'un ton teinté d'une discrète déception.
À 7h15, mon téléphone a vibré, la voiture d'Evelyne est tombée en panne. Je l'aide à trouver un mécanicien. Ne m'attendez pas. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone face vers le bas. Bien sûr. La voiture d'Evelyne, le soir de Thanksgiving, alors que tous les garages de Seattle étaient fermés et que Nathan était à l'autre bout du monde. Le silence s'est abattu sur la table. Tout le monde a fait semblant de se concentrer sur son assiette, mais je sentais leur regard se poser sur la chaise vide à côté de moi. « Tout va bien, ma chérie ?» m'a demandé ma mère en posant sa main sur la mienne. Son ton était doux, mais son regard était perçant. « Dominique est d'un collègue qui a des problèmes avec sa voiture. » ai-je répondu en coupant ma dinde en petits morceaux que je n'ai jamais mangés. Mon père a posé sa fourchette avec une précision délibérée. Le bruit était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Il n'a rien dit, il n'avait pas besoin de le faire. Après 37 ans de mariage, Cullen Morrison n'avait jamais manqué un dîner en famille pour s'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre. À 8 heures, ma mère emballait les restes dans du papier aluminium, étiquetant chaque paquet avec du ruban adhésif. « Pour Dominique, dit-elle doucement, même si nous savions toutes les deux qu'il ne les mangerait pas. » Elle me mit un récipient de farce dans les mains et m'emmena dans la cuisine pendant que les autres regardaient le football. « Le mariage est un travail difficile, ma chérie, murmura-t-elle en lavant la vaisselle déjà propre. Mais ça ne devrait pas être aussi difficile. Le trajet du retour m'a semblé interminable. Chaque feu rouge prolongeait le temps, me laissant trop de temps pour imaginer où Dominique était vraiment, quel mensonge il racontait à ce moment-là. L'appartement était sombre quand je suis arrivée, froid comme seul un foyer vide peut l'être. J'ai mis les restes étiquetés au réfrigérateur et je me suis couchée seule. Dominique s'est glissé dans le lit à 1h du matin, sentant légèrement le vin et un parfum que je ne portais pas. Sa respiration était régulière, feinte, celle de quelqu'un qui fait semblant de dormir. Le mardi suivant, j'étais assise dans la salle d'examen du docteur Patel, le brassard de tensiomètre serré autour de mon bras. Le résultat était plus élevé qu'il n'aurait dû l'être pour une femme de 32 ans. Le docteur Patel était mon médecin depuis 6 ans. Elle m'avait accompagnée lors d'une fausse couche dont Dominique et moi ne parlions plus, et elle connaissait ma santé mieux que moi. Les anxiolytiques ne semblent pas faire effet, lui ai-je dit doucement. Mes mains se crispaient sur mes genoux. Je n'arrive pas à dormir, avouai-je. Mon cœur bat la chamade sans raison. J'ai l'impression d'attendre qu'il arrive quelque chose de terrible. Le docteur Patel posa sa tablette et m'observa avec ce mélange de concentration professionnelle et de compassion tranquille que seuls les médecins chevronnés semblent maîtriser. « Ruby, demanda-t-elle doucement, tout va bien à la maison ?» Cette simple question fit éclater quelque chose en moi, quelque chose que je retenais si fort que cela s'était durci. Les mots jaillirent avant que je puisse les retenir. Les nuits tardives. L'abonnement à la salle de sport à Fremont. Les reçus de repas que je n'avais jamais pris. La façon dont Dominique regardait à travers moi plutôt que vers moi. Je lui ai parlé des verres à vin pour deux qui étaient apparus pendant mon absence, des larmes d'Evelyne lors de la fête d'adieu de Nathan, du dîner de Thanksgiving avec une chaise vide que personne ne voulait remarquer. Le docteur Patel m'a tendu une boîte de mouchoirs dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin, puis s'est penché en arrière sur sa chaise. Ce que vous décrivez ressemble à de l'anxiété situationnelle, une réponse à un stress émotionnel prolongé, m'a-t-elle dit doucement. Je peux ajuster votre traitement, mais Ruby, les médicaments ne peuvent pas guérir une relation qui vous fait du mal. Elle m'a rédigé 2 ordonnances, l'une pour une dose plus élevée de mon anxiolytique et l'autre pour une thérapeute, le docteur Lila Monroe. Elle a ensuite ouvert un tiroir et m'a tendu plusieurs brochures. Reconnaître la violence psychologique, le gaslighting dans les relations, quand l'amour fait mal. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, a-t-elle ajouté avec précaution. Mais s'informer n'est jamais une erreur. Et n'oubliez pas, prendre soin de votre santé mentale n'est pas un aveu d'échec. C'est choisir de survivre. Je suis partie avec un petit sac en papier rempli de ressources que je n'ai pas osé lire sur le parking. La recommandation pour la thérapie est restée enfouie dans mon sac à main pendant une semaine avant que je ne me décide enfin à passer l'appel. La rupture suivante dans mon déni prudent est venue de Tessa Hart, la sœur de Nathan. Elle m'a téléphoné au bureau un mercredi après-midi, d'une voix prudente, comme si elle s'approchait d'un animal effrayé. « Ruby, j'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je dois vous dire quelque chose. » Mon estomac s'est noué. « Nathan va bien. »« Nathan va bien. » a-t-elle répondu rapidement. « C'est à propos d'Evelyne,
Et de votre mari. Le bureau m'a soudain semblé trop petit, l'air trop lourd. J'entendais mes collègues taper sur leur clavier, vaquant à leurs occupations habituelles alors que ma vie commençait à basculer. Qu'y a-t-il à leur sujet? Ai-je réussi à demander. Evelyne a un compte Instagram privé, a poursuivi Tessa. Elle pense que je ne le suis pas, mais je le suis, sous un faux nom. Elle a publié des photos. Des photos qui suggèrent certaines choses. Elle a hésité. Mon Dieu, je ne sais même pas comment dire ça. Dis-le simplement, murmurai-je. Il y a des photos d'eux ensemble. Avec des légendes comme « Trouver le bonheur dans des endroits inattendus » et « Quand tu sais, tu sais ». J'ai fait des captures d'écran. Je peux te les envoyer, ou on pourrait se voir autour d'un café. Non, répondis-je trop sèchement. Puis, plus doucement, je veux dire, merci. Mais je ne peux pas. Pas encore. Tessa marqua une pause. Je comprends. Mais Ruby, tu ne l'imagines pas. Ce que tu soupçonnes, c'est réel. Et quand tu seras prête à voir la preuve, je serai là. Après qu'elle eut raccroché, je m'assis à mon bureau, le regard vide, fixant mon écran. Janet, de la comptabilité, passa me déposer des rapports et me trouva figée. « Chérie, ça va ?» m'a-t-elle demandé, et d'après son ton, j'ai compris qu'elle soupçonnait déjà la réponse. 2 semaines plus tard, lors de la fête de Noël de l'entreprise, j'avais cessé de faire semblant, même à moi-même. La salle de bal du Fairmont scintillait d'or et d'argent. Un quatuor de jazz jouait des standards doux tandis que les serveurs se faufilaient entre les tables. Le bar ouvert est presque immédiatement devenu le terrain de jeu de Dominique. Je portais une robe rouge que j'avais achetée pour lui rappeler que j'existais toujours. Mais lorsque je suis sortie des toilettes ce soir-là, il m'a à peine regardée. Nous étions venus séparément, lui directement depuis son travail, moi depuis chez moi, et lorsque je suis entrée dans la salle de bal, je les ai immédiatement repérés. Dominique et Evelyne près de la table des desserts, sa main posée légèrement sur sa poitrine, son rire éclatant malgré la musique. Il ne se cachait plus. Pendant le discours du PDG sur les valeurs de l'entreprise et l'intégrité, je les ai regardés graviter l'un vers l'autre comme des aimants. Lorsque la danse a commencé, ils sont restés sur la piste pour chaque chanson lente, sa main posée trop bas sur son dos, son visage blotti contre son épaule. Nos collègues ont essayé de faire semblant de ne rien voir, mais les chuchotements et les regards échangés révélaient la vérité. Janet est apparue à mes côtés pendant The Way You Look Tonight, me tendant un gin tonic. « Mon Uber arrive dans 20 minutes, m'a-t-elle murmuré. Tu peux le partager avec moi si tu veux. J'ai regardé mon mari se balancer avec une autre femme sur la même chanson que nous avions dansé à notre mariage. Evelyne avait les yeux fermés et souriait faiblement. L'alliance en or de Dominique reflétait la lumière tandis que sa main caressait lentement le dos d'Evelyne. C'était la même alliance que j'avais glissée à son doigt avec tant d'espoir, et qui n'était plus désormais qu'un simple bijou. Dis-lui plutôt 15 minutes, ai-je dit à Janet à voix basse. Dehors, l'air de décembre était glacial. Pendant que nous attendions la voiture, Janet m'a serré l'épaule. Tu sais que tout le bureau est au courant, n'est-ce pas? M'a-t-elle dit doucement. Nous nous demandions tous quand tu allais enfin en finir avec ces conneries. Je repensais aux brochures du docteur Patel. À la voix de Tessa au téléphone. Au reste soigneusement étiqueté de ma mère et au silence de mon père à Thanksgiving. Au lit froid et à la lente érosion qui m'avait vidé de ma substance. Le démêlage était presque terminé. Bientôt, il ne resterait plus rien à défaire. Lorsque l'Uber m'a déposé chez moi ce soir-là, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais pas brisée, juste bouleversée, comme la terre avant un tremblement de terre. Je me tenais dans l'appartement plongé dans l'obscurité, toujours vêtue de la robe rouge qu'il n'avait pas remarquée, et je me suis fait une promesse silencieuse. Si mon mariage devait prendre fin, ce serait selon mes conditions. Le bureau de Camilla Rod occupait le 17e étage d'une tour de verre du centre-ville, minimaliste, moderne, efficace. Je l'avais trouvé grâce à la recommandation chuchotée d'un collègue pendant le déjeuner, le genre de ton que les gens utilisent lorsqu'ils parlent d'une maladie grave. Le mercredi après Noël, je me suis assise en face de son bureau en acajou tandis qu'elle prenait des notes soignées et précises, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. « Dites-moi tout », m'a-t-elle dit, le stylo en main. C'est ce que j'ai fait. L'abonnement à la salle de sport à Frémont, les vacances manquées, les sacs de voyage, la fête de Noël où ils ont dansé sur la chanson de notre mariage.
Le visage de Camilla est resté impassible, mais son carnet s'est rempli page après page, interrompu seulement par quelques murmures de reconnaissance. « Vous avez tout documenté ?» m'a-t-elle demandé lorsque j'ai eu terminé. J'ai acquiescé et déverrouillé mon téléphone pour lui montrer le dossier que j'avais créé. Des captures d'écran des dépenses par carte de crédit, des photos de reçus, des fils de discussion et un tableau croisant les prétendues urgences professionnelles de Dominique avec les dates de voyage de Nathan. La tendance était indéniable. Elle s'alignait avec une précision troublante. Camilla posa son stylo et me regarda droit dans les yeux. « Ruby, dit-elle d'un ton à la fois ferme et rassurant, vous avez été intelligente, plus intelligente que la plupart des clients qui franchissent cette porte. Les documents vous aideront, mais nous devons maintenant vous protéger financièrement avant qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passe. » Elle m'expliqua les lois sur le divorce de Washington avec un calme et une précision qui rendaient cette matière complexe très claire. Communauté de biens, pension alimentaire, et heureusement, le bail de l'appartement qui n'était signé que de mon nom. Une décision que j'avais prise avant le mariage, à l'époque où ma solvabilité était meilleure que celle de Dominique. Tu peux légalement le retirer du bail avec un préavis de 30 jours, puisque tu es la seule locataire, dit-elle en faisant glisser un formulaire sur le bureau. Je vous suggère de le faire discrètement. Déposez-le directement auprès de votre société de gestion immobilière. Ne lui dites rien tant que vous n'êtes pas prête à lui en parler. Puis vint sa liste une série d'étapes qui ressemblaient davantage à de petits actes révolutionnaires. Ouvrir un compte bancaire personnel. Mettre en sécurité tous les documents importants. Changer tous les mots de passe. Installer des caméras de sécurité, pour votre propre sécurité, a-t-elle ajouté, le regard fixe. Washington est un État où l'enregistrement audio nécessite le consentement des deux parties, mais la vidéo dans votre propre maison est tout à fait légale. J'ai quitté son bureau avec un dossier rempli d'instructions et un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, le contrôle. La descente en ascenseur m'a donné l'impression de descendre au combat, mais pour la première fois, je n'étais pas désarmé. Le lendemain matin, je me suis rendu dans une agence Chase Bank, et non dans notre agence Bank of America habituelle, où Dominique connaissait les caissiers par leur nom. Celle-ci, nichée à Ballard, était suffisamment éloignée de nos habitudes pour que je ne risque pas de croiser un visage familier. La spécialiste des nouveaux comptes, une jeune femme prénommée Amy, au regard calme et au professionnalisme discret, ne m'a pas demandé pourquoi je souhaitais ouvrir un compte séparé, bien que j'aie mentionné mon mariage. « Nous voyons souvent cela », a-t-elle dit doucement, les doigts glissant sur le clavier. « Souhaitez-vous des relevés électroniques ?» « Oui », ai-je répondu. « Tout par voie électronique. » Elle m'a aidé à transférer exactement la moitié de nos économies communes, soit 11 200 $. Cet argent, qui avait autrefois servi à financer nos vacances, était désormais destiné à notre plan d'évasion. Un acompte pour une maison que je n'achèterai jamais avec Dominique. La carte de débit arriverait à mon bureau dans 7 à 10 jours ouvrables. Le chéquier, que je savais ne jamais utiliser, se glissa dans mon sac à main comme une preuve de contrebande. Alors que je sortais de Chase, mon téléphone vibra, un message de Dominique. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Je répondis, « Je travaille tard ce soir. »« Débrouille-toi. » Le mensonge m'est venu facilement, peut-être parce que j'avais appris d'un expert. Je me suis arrêté dans un café tranquille à proximité et j'ai commandé une tisane à la camomille. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai tendu ma nouvelle carte de débit pour la première fois. La transaction a été acceptée. Une petite victoire presque imperceptible, mais qui m'a donné l'impression de respirer librement après être resté trop longtemps sous l'eau. Les caméras de sécurité sont arrivées 2 jours plus tard, pendant la « séance d'entraînement » matinale de Dominique à Frémont. Le colis était plus lourd que prévu. 4 caméras, un hub central et un enrouleur de câbles à dissimuler. La veille, pendant qu'il dormait à mes côtés, j'avais regardé des tutoriels vidéo sur le placement des caméras, les détecteurs de mouvement et les angles morts. La première caméra a été installée dans le salon, orientée vers la porte d'entrée. La deuxième dans la cuisine, couvrant la salle à manger. La troisième faisait face au couloir de notre chambre. J'ai soigneusement caché la quatrième dans la bibliothèque, presque invisible parmi les livres de poche, couvrant le coin où Dominique s'asseyait habituellement avec son ordinateur portable. En quelques minutes, l'écran de mon téléphone s'est animé avec 4 flux en direct, l'appartement sous tous les angles, vide et immobile. Je pouvais les consulter de n'importe où,
enregistrer automatiquement et recevoir des alertes dès qu'un mouvement était détecté. Le premier test a eu lieu le soir même. Dominique est rentré à la maison à 18 h, comme d'habitude, sans rien d'autre que son téléphone. Le mercredi suivant, cependant, les caméras ont capturé quelque chose de différent. Lui en train de préparer un sac pour la nuit à 15 h, alors qu'il était censé être en réunion. Il a soigneusement plié ses vêtements, le pull gris que je lui avais offert à Noël, son meilleur jean, l'eau de Cologne réservée aux occasions spéciales. De manière inattendue, un réseau de soutien discret a commencé à se former autour de moi. Janet, de la comptabilité, a commencé à me transmettre spontanément des documents. Notes de frais, reçus de dîner pour deux, frais d'hôtel pendant les heures de déjeuner, trajet Uber vers Frémont. L'objet de ces emails était toujours le même. Je pense que tu devrais voir ça. Marcus, le portier de notre immeuble, a commencé à me saluer avec une chaleur particulière. Un soir, alors que je récupérais le courrier, il m'a dit avec désinvolture. « Votre mari est parti tôt ce matin, vers 5 h. J'espère que tout va bien avec cette urgence professionnelle. » Il n'y avait aucune urgence. Dominique m'avait dit qu'il allait à la salle de sport. « Merci, Marcus », ai-je répondu, comprenant parfaitement ce qu'il voulait me dire. Ces entreprises technologiques ont toujours des crises. Même Hélène, la barista en bas, l'avait remarqué. Elle me préparait mon latte du matin depuis 2 ans avec un supplément le lundi, et elle se souvenait toujours de mon nom. « Ça va, chérie ?» m'a-t-elle demandé un matin en me tendant ma boisson. « Tu sembles différente ces derniers temps. Stressée. »« C'est juste le boulot », ai-je répondu machinalement. Elle a hoché lentement la tête. « Ton mari venait tous les matins. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Je suppose qu'il est passé à cet endroit à Frémont. Lighthouse Coffee, c'est ça ?» Avant que je puisse répondre, elle a sorti son téléphone et m'a montré le compte Instagram public de Dominique. Il était là, tagué à Lighthouse Coffee, la publication provenait d'une personne nommée Evelyne Inderbear 47. Les hommes, a murmuré Hélène en secouant la tête. Ils se croient si intelligents. À la veille du Nouvel An, 2 jours plus tard, j'avais mis en place un système de classement complet. Un dossier pour les relevés bancaires, un autre pour les captures d'écran, un autre pour les images de caméra. Chaque document était étiqueté et sauvegardé dans le cloud. Une chronologie, comme Camilla me l'avait conseillé. La preuve d'un mariage qui s'effondrait lentement et d'une femme qui se préparait discrètement à y survivre. J'ai conservé les coordonnées de 3 autres avocats spécialisés dans le divorce, en plus de celles de Camilla, au cas où. La carte de visite du docteur Lila Monroe, la thérapeute recommandée par le docteur Patel, était enfin épinglée sur mon tableau d'affichage, au lieu d'être cachée dans mon sac à main. Chaque document, chaque impression, chaque changement de mot de passe, tout cela devenait une nouvelle brique dans le mur que je construisais discrètement entre mon ancienne vie et ce qui m'attendait au-delà. Dominique n'avait aucune idée que pendant qu'il s'occupait de sa liaison, je préparais ma fuite. Il continuait à m'embrasser sur le front chaque matin, ce geste distrait et habituel qui avait depuis longtemps perdu toute sa chaleur. Il murmurait encore « je t'aime » en partant, des mots vides de sens, mécaniques. Il rentrait toujours à la maison avec une légère odeur de jasmin et de vanille, le parfum d'Evelyne, désormais imprégné dans ses vêtements. Mais je n'étais plus la femme assise devant une assiette de lasagne froide, attendant des excuses qui ne venaient jamais. J'étais devenue la femme qui cachait des caméras pour enregistrer ses tromperies, qui avait des comptes bancaires dont il ignorait l'existence et qui avait mémorisé le numéro d'un avocat. La guerre n'avait pas officiellement commencé, mais mon arsenal était prêt. Tous les formulaires remplis, chaque dollar sécurisé, chaque allié identifié. L'appartement semblait différent maintenant, même si rien n'avait changé dans sa décoration. Ce n'était plus le nôtre. C'était une zone de surveillance. Chaque pièce renfermait des secrets. Les caméras cachées, les nouveaux dossiers de relevés bancaires, les formulaires juridiques glissés dans ma boîte à bijoux. Je m'y déplaçais comme une espionne en territoire ennemi, recueillant des informations pour une confrontation qui semblait aussi certaine que l'aube. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, enveloppé d'un froid glacial qui a confiné Seattle à l'intérieur. Dominique a dit qu'il se rendait à la fête de Derek vers 21 h. Il m'a embrassé sur le front, un geste qui ressemblait plus à une ponctuation qu'à une marque d'affection. Derek était à Tao avec sa petite amie, je le savais parce que son Instagram avait diffusé des photos de piste de ski toute la journée. Je n'ai rien dit,
je me suis contentée de regarder Dominique ajuster son col dans le miroir du couloir, vaporisant de l'eau de Cologne comme une armure contre la culpabilité. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence m'a semblé plus pur que sa présence. Je me suis servi un verre de Malbec que nous avions gardé pour une occasion spéciale et j'ai décidé que celle-ci le méritait. Minuit est arrivé et passé sans message, sans appel, sans la promesse obligatoire d'un nouveau départ au champagne. Dehors, des feux d'artifice éclataient au-dessus de la ville, mais je restais assis dans le noir, la seule lumière provenant de mon ordinateur portable. Un dossier nommé « Forever » clignotait devant moi. À l'intérieur se trouvaient nos photos de mariage, 5 années de dévotion naïve soigneusement archivées. Je l'ai ouvert à minuit 47, faisant défiler les moments figés de 2 personnes qui avaient autrefois cru en l'éternité. Ses yeux étaient doux à l'époque, son sourire sincère. J'étais radieuse dans ma robe en dentelle, tellement certaine d'avoir trouvé mon bonheur auprès d'une autre personne. Supprimé. La cérémonie sur la plage a disparu. Supprimé. Notre première danse a disparu. Supprimé. Le découpage du gâteau, les larmes de sa mère, le sourire fier de mon père, tout a disparu. Chaque suppression était chirurgicale, précise, douloureuse. À 1h30 du matin, le dossier était vide. 5 années réduites à néant, à une simple absence numérique. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis dirigée vers le salon, incapable d'affronter le lit où son oreiller était devenu un vide. L'appartement brillait faiblement sur l'écran de mon téléphone, les 4 flux en direct des caméras, leurs horodatages marquant le temps comme un compte à rebours silencieux. La cafetière m'appelait. Impossible de dormir maintenant. Le café était amer, trop fort, mais je le buvais noir, les mains fermes, tout en faisant défiler mon téléphone. La localisation de Dominique le montrait exactement là où je savais qu'il serait, chez Evelyne. Pas chez Derek, pas en centre-ville. Sa maison coloniale sur Maple Avenue, où les photos encadrées de Nathan ornaient encore le couloir et où une chambre d'enfant attendait un bébé qu'il ne rencontrerait jamais. À 2h15 du matin, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert le document que j'avais compilé pour Camilla. Chronologie de la tromperie de Dominique. Chaque entrée était datée, détaillée, clinique. J'ai tapé la dernière note, 1er janvier, minuit Dominique prétend être à la fête de Derek. Derek est à Tao. La localisation indique Maple Avenue, Fremont. J'étais encore en train de taper lorsque mon téléphone s'est mis à sonner à 2h47 du matin. Cette sonnerie spécifique que Dominique avait configurée pour lui-même, réservée aux urgences uniquement. Le son aigu a transpercé le silence. Mes doigts se sont figés. Le message s'affichait sur l'écran, « Je suis chez Evelyne. Viens me chercher ou c'est fini ». L'ultimatum était empreint d'arrogance, comme s'il croyait encore que j'attendais de venir le sauver. Il voulait que je traverse la ville au milieu de la nuit pour le sortir des décombres de sa propre infidélité, comme si j'étais toujours une épouse dévouée. Je l'ai lu 1 fois. 2 fois. Une 3e fois. Chaque répétition a durci quelque chose qui était depuis longtemps liquide dans ma poitrine. C'était ça, le moment précis où tout s'est cristallisé. Ma réponse était calme, détachée, définitive. C'est fini, alors. 4 mots sans colère, sans explication, juste la vérité. Mais je n'avais pas fini. Le contact de Nathan était déjà dans mon téléphone. Nous avions échangé nos numéros quelques mois plus tôt, lorsqu'il m'avait demandé de veiller sur Evelyne pendant qu'il était à l'étranger, une ironie qui semblait désormais poétique. Avec une précision chirurgicale, j'ai transféré la position de Dominique, en ajoutant une ligne. Je pense que tu devrais savoir où ta femme divertit mon mari à 2h47 du matin. Tu es à Dubaï, n'est-ce pas? Au moment où j'ai appuyé sur Envoyer, mon téléphone s'est à nouveau allumé, le nom de Dominique clignotait sur l'écran, la photo d'il y a 2 ans, quand il me regardait encore au lieu de regarder à travers moi. Je l'ai laissé sonner, comptant les vibrations sur la table basse. Refusé. Il a rappelé. J'ai refusé. Il a rappelé. J'ai refusé. Puis le numéro d'Evelyne est apparu. J'ai refusé. Puis un numéro inconnu, probablement son téléphone fixe. J'ai refusé. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé pendant un long moment le chaos des notifications. Les icônes clignotantes, le flot de messages, les vibrations incessantes. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai maintenu enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le silence qui a suivi m'a semblé presque sacré,
comme la pose après une confession, lorsque le poids de la culpabilité est censé s'alléger. Sauf que je ne demandais pas pardon. Je me l'accordais à moi-même. La chambre m'a accueilli différemment cette nuit-là. Le lit semblait plus grand sans le poids de l'attente de Dominique. Son oreiller ne me narguait plus avec son creux intact. Ce n'était plus qu'un morceau de tissu et de rembourrage, dénué de sens sans la personne qu'il avait autrefois revendiquée. Je me suis glissée sous les couvertures et je me suis étirée au centre du matelas, sans être plus contrainte de rester sur le bord comme d'habitude. Pour la première fois depuis 6 mois, voire plus, j'ai dormi profondément. Pas cette vigilance à demi consciente que j'appelais repos, mais un sommeil réel et ininterrompu où mon esprit a enfin relâché son emprise mortelle sur ma conscience. J'ai rêvé de grandes pièces vides aux murs blancs. Je les ai peintes dans des couleurs que Dominique détesterait. Bordeaux profond, bleu nuit, ce vert sombre qui rappelle la respiration d'une forêt au crépuscule. J'ai aussi rêvé de silence, pas de ce silence anxieux, rempli d'attentes et d'interrogations, mais d'un silence pur, débarrassé des questions sur l'endroit où il se trouvait ou avec qui il était. Le matin est arrivé, avec la lumière du soleil qui se déversait à travers les fenêtres non couvertes. Pas d'alarme. Pas d'angoisse. Mon corps s'est réveillé naturellement à cette heure. Le calme dans l'appartement avait changé de ton, il n'était plus lourd, ni vigilant. C'était une paix pure et entière. J'ai préparé du café dans la cafetière à piston, en mesurant soigneusement le café moulu, en attendant les 4 minutes nécessaires à l'infusion. Mon téléphone était posé sur le comptoir, toujours éteint, un miroir noir qui ne reflétait rien. L'envie de le consulter a vacillé puis s'est éteinte. Je n'étais pas prête à laisser ce bruit revenir. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé la ville en contrebas commencer ses rituels matinaux. Les gens promenant leurs chiens, les bus grondant dans les rues, les joggeurs bravant le froid. La vie continuait comme si de rien n'était. Mais la mienne avait explosé pendant la nuit et s'était reconstituée en quelque chose de complètement nouveau. Le café était parfait. Équilibré. Fort. Tout semblait plus net, plus défini, comme si j'avais vécu derrière une vitre givrée et que quelqu'un l'avait enfin nettoyée. À 8 heures, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a vibré pendant 30 secondes d'affilée, submergé de notifications, 23 appels manqués, 57 SMS, 19 messages vocaux. Ces chiffres me semblaient moins être une source d'angoisse qu'un score, et j'avais déjà gagné. Le premier message vocal était daté de 2h48 du matin. « Chérie, s'il te plaît, je peux t'expliquer », suppliait la voix de Dominique. « Ce n'est pas ce que tu crois. Evelyne avait trop bu, et je m'assurais juste qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. S'il te plaît, rappelle-moi. » Le deuxième, à 3h15, était celui d'Evelyne, la voix étranglée par la rage et les larmes. « Espèce de sorcière vindicative. Tu as tout gâché. Nathan rentre à la maison. Tu as détruit ma vie. » Mais celui qui m'a fait sourire, vraiment sourire calmement, est arrivé à 3h45. « Ruby », a dit Nathan d'une voix maîtrisée mais résolue. « Je suis à l'aéroport international de Dubaï. J'ai réservé le premier vol pour rentrer. Mon avocat te contactera au sujet des preuves. Merci d'avoir eu le courage de faire ce qui devait être fait. » Je posai le téléphone sur le comptoir, ces mots résonnant dans le silence, quand j'entendis des pas dans l'escalier à l'extérieur. Des pas lourds et irréguliers, la démarche d'un homme qui n'avait pas dormi. À travers le Judas, je vis Dominique debout là, à 8h15, l'ombre de lui-même. Il portait la même chemise que la veille, froissée et à moitié sortie du pantalon, avec une tache de café qui s'étalait sur la poitrine. Il tenait un gobelet de station-service qui tremblait dans sa main, le couvercle en plastique mal fermé et qui fuyait. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écartée. L'air glacial de janvier s'est engouffré entre nous, transportant avec lui l'odeur rance de l'alcool, du café bon marché, du parfum d'Evelyne et de la panique. Chris, Dieu merci, a-t-il soufflé en faisant un pas hésitant en avant. Je levai la main. Tu peux dire ce que tu as à dire de là. Son expression se fractura, surprise, confusion, douleur, colère clignotant en lui comme des parasites sur un téléviseur cassé. C'est aussi mon appartement, dit-il. En fait, non. Je tendis la main vers la table d'appoint et sortis le document que j'y avais placé quelques jours auparavant, en attendant ce moment. Tu as été retiré du bail la semaine dernière. Un préavis de 30 jours a été déposé auprès de la direction le 28 décembre.
Tu as jusqu'au 27 janvier pour récupérer tes affaires. Je lui tendis le papier, la main ferme. Il ne le prit pas et il se contenta de le fixer, clignant des yeux comme si je parlais une autre langue. La tasse de café glissa de ses doigts, éclaboussant le béton comme un test de Rorschach en liquide brun. Vous ne pouvez pas faire ça, marmonna-t-il. L'appartement est à mon nom, dis-je d'un ton neutre. Il l'a toujours été. Mon crédit, ma caution, ma signature. Vous étiez inscrit comme occupant autorisé, un privilège que j'ai légalement révoqué. Les mots sortirent calmes et mesurés, chaque syllabe faisant écho au conseil prodigué plus tôt par Camilla. Vos affaires pourront être récupérées sur rendez-vous. Son corps s'affaissa, ses genoux semblant pliés sous un poids invisible. Pour la première fois, je le vis vraiment, pas le brillant directeur marketing, pas le mari charmant, pas même le menteur avec qui j'avais vécu. Juste un homme de 34 ans qui avait tout misé et tout perdu. Evelyne m'a mis à la porte, dit-il finalement, d'une petite voix. Dès que Nathan a appelé, elle a jeté mes vêtements sur la pelouse. Elle a dit que je ne valais pas la peine de perdre son mariage. Elle a dit que je n'étais qu'un divertissement pendant son absence. Je voulais ressentir quelque chose, de la pitié, une justification, peut-être de la satisfaction. Mais ce qui m'a envahi, c'était plutôt un détachement froid et constant, la même clarté tranquille que l'on ressent en regardant un documentaire sur la nature. Le prédateur devient proie, le cycle se boucle. Mon téléphone vibra dans ma main, Tessa Hart m'appelait. Je devrais répondre, dis-je en reculant et en commençant à fermer la porte. Ruby, s'il te plaît. Ta mère connaît de bons hôtels, dis-je doucement, puis je fermai la porte avec un clic qui ressemblait à une ponctuation. La voix de Tessa s'est déversée dès que j'ai répondu. Ruby, tu dois écouter ça. Evelyne a complètement perdu la tête, elle jette les affaires de Dominique sur la pelouse depuis 1 heure. Les voisins ont appelé la police, ils pensaient qu'il s'agissait d'une dispute domestique. À travers la fenêtre, j'ai vu Dominique toujours debout dans le couloir, fixant la porte fermée comme si elle pouvait s'ouvrir à nouveau. Evelyne jouait sur les 2 tableaux, a poursuivi Tessa, essoufflée. Elle n'avait jamais prévu de quitter Nathan. Elle voulait juste attirer son attention pendant qu'il était en voyage. J'ai regardé Dominique une dernière fois débraillé, abattu, rejeté par la femme pour laquelle il avait tout gâché et je n'ai ressenti qu'un immense soulagement. Car enfin, je n'avais plus à nettoyer les dégâts. Elle a littéralement traité Dominique de « plat soldé », devant la police, ce sont ses propres mots. Elle a dit qu'il était pratique, mais remplaçable. L'ironie était si forte qu'on aurait presque dit un scénario. Dominique avait détruit notre mariage pour une femme qui ne le considérait que comme un corps chaud pour occuper son temps et son espace. Il avait une liaison avec quelqu'un qui avait également une liaison avec lui. Le meilleur dans tout ça, a déclaré Tessa, la voix empreinte d'une satisfaction vindicative, c'est que Nathan a déjà contacté un avocat spécialisé dans les divorces, depuis l'aéroport. Evelyne est sur le point de tout perdre. La maison, les voitures, même ses cartes de crédit, tout est à son nom. Elle n'est qu'une utilisatrice autorisée. Elle est finie. Après avoir raccroché, je me suis préparé un vrai petit déjeuner. Des œufs brouillés, des toasts, du jus d'orange. Pas seulement du café et de l'adrénaline, le régime que je suivais depuis des mois. À mi-chemin, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Élise Davenport, la directrice des ressources humaines de notre entreprise, techniquement aussi celle de Dominique, même si nous travaillons dans des départements différents. Ruby, je suis désolée de vous appeler pendant les vacances, mais c'est urgent, m'a-t-elle dit d'un ton tendu mais professionnel. Nous avons reçu des informations inquiétantes concernant des irrégularités dans les notes de frais de Dominique Morrison et Evelyne Hart. Je crois comprendre que vous disposez de documents qui pourraient nous aider dans notre enquête ? J'ai posé ma fourchette. Quel genre de documents ? Des reçus, des relevés de cartes de crédit, tout ce qui pourrait montrer des dépenses personnelles imputées au compte de l'entreprise. Nous avons reçu une dénonciation anonyme avec des captures d'écran Instagram, mais nous devons vérifier la chronologie. Une dénonciation anonyme. Encore Tessa, toujours aussi efficace. J'ai tout, répondis-je. Les dates, les lieux, les montants des transactions. Tout cela recoupé avec des réunions avec des clients qui n'ont jamais eu lieu. Élise poussa un soupir audible. Pourriez-vous nous les envoyer par email aujourd'hui ? Nous lançons une enquête officielle dès lundi matin. Je passai l'heure suivante à compiler les preuves,
reçu de la salle de sport de Frémont, frais de dîner les soirs où Dominique prétendait être au bureau, registre de covoiturage, séjour à l'hôtel facturé sur les cartes de crédit de l'entreprise. 6 mois d'abus systématiques, finançant sa liaison avec l'argent de l'entreprise. L'email a été envoyé à 10h47. À 11h30, mon téléphone a de nouveau sonné. Hélène Morrison. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Elle n'a pas pris la peine de me saluer. Comment avez-vous pu? A-t-elle demandé, la voix tremblante, entre la fureur et les larmes. Il est dans mon allée, anéanti, et vous ne pouvez même pas pardonner une seule erreur. Hélène, ai-je dit d'un ton neutre, ce n'était pas une erreur. C'était 6 mois de tromperie délibérée. Il était chez une autre femme à 2h47 ce matin. Il est perdu. S'est-elle écriée. Il a besoin de soutien, pas d'abandon. Le mariage, c'est surmonter les problèmes. Il a fait son choix, ai-je dit, toujours calme. Encore et encore. Sa voix se durcit, la tristesse se cristallisant en venin. Tu es sans cœur. Absolument sans cœur. Tu le jettes comme un déchet, tu ruines sa réputation, tu l'humilies publiquement. Sans cœur, répétai-je, savourant le mot. C'est lui qui a été sans cœur envers moi pendant que le mari d'Evelyne était à l'étranger pour subvenir à ses besoins. C'est lui qui a été sans cœur en me mentant chaque jour pendant 6 mois. C'est sans cœur de m'envoyer un ultimatum depuis la maison d'une autre femme à 2h47 du matin. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de personne tu es. Tu vas payer pour avoir détruit mon fils. Ton fils s'est détruit lui-même, dis-je doucement. Je me suis juste arrêté de le laisser faire. Puis j'ai mis fin à l'appel et supprimé son numéro, un autre petit geste de liberté. À midi, mon application de sécurité a émis un signal sonore. Mouvement détecté. Grâce à la retransmission en direct, j'ai vu Dominique revenir avec Derek dans un camion de déménagement loué, chargeant les cartons que j'avais soigneusement emballés et laissés dans la salle du courrier de l'immeuble exactement comme Camilla l'avait demandé. Il se déplaçait comme un vieil homme, les épaules voûtées, sa démarche autrefois assurée réduite à un lent traînage de pied. Derek lui a parlé à plusieurs reprises, essayant de lui offrir un peu de réconfort, mais Dominique gardait la tête baissée, empilant les cartons de la vie qu'il avait démantelés. À un moment donné, il a levé les yeux vers notre fenêtre, la caméra zoomant automatiquement, et pendant un instant, il est resté là, tenant un carton intitulé Album de mariage. Je l'ai observé à travers l'objectif, détaché. C'était comme observer le temps depuis l'intérieur, conscient de la tempête, mais sans en être affecté. Lorsque la camionnette de Derek est enfin partie, mon téléphone a de nouveau vibré. Camilla. La date du procès est fixée, m'a-t-elle dit d'un ton vif. Le 15 février à 9h. Apportez tout ce dont nous avons discuté. Sa voix trahissait la satisfaction d'une avocate qui savait que l'affaire était déjà gagnée. Les 6 semaines entre cet appel et le jour du procès m'ont donné l'impression d'observer une avalanche depuis un sommet sûr. Lente, imparable, inévitable. Dominique avait engagé un avocat bon marché dans un centre commercial, du genre de ceux qui s'occupent des affaires de conduite en état d'ivresse et des divorces rapides. Élise, de la comptabilité, l'avait vu devant le cabinet Affordable Legal Solutions, vieilli de 10 ans, l'épuisement collé à lui comme une seconde peau. Puis le 15 février arriva, gris, humide, parfaitement Seattle. Camilla m'attendait sur les marches du tribunal dans son impeccable tailleur bleu marine, sa mallette organisée avec une précision chirurgicale, documents financiers, relevés de cartes de crédit, capture d'écran Instagram de Tessa, et même les images de vidéosurveillance montrant Dominique en train de préparer son sac de voyage pour son voyage d'affaires. Son avocat a tenté de plaider en faveur d'une pension alimentaire, m'a-t-elle dit d'un ton sec alors que nous montions les marches ensemble. J'ai ri, tout haut, puis j'ai envoyé les documents prouvant la fraude. La salle d'audience m'a surprise. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas un théâtre où se jouaient des drames, mais simplement un bureau où la justice réorganisait discrètement la vie des gens. Dominique était assis à la table d'en face, vêtu du même costume gris anthracite qu'il portait lors de notre mariage. Je reconnus la légère tache de vin sur la manche, vestige de l'enthousiasme débordant de mon oncle Robert lors de son toast. Son avocat, un homme nerveux nommé Gary quelque chose, ne cessait de fouiller dans ses papiers comme si le salut s'y cachait.
La juge Hélène Torres présidait avec l'autorité posée de quelqu'un qui avait vu toutes les catastrophes conjugales imaginables. Son regard était fixe, son ton sec, sa patience limitée. Camilla était impeccable. Elle a présenté notre dossier comme un chirurgien effectuant une autopsie. Chaque coup de scalpel était précis, chaque mot délibéré. Les reçus étaient projetés sur l'écran de la salle d'audience, chaque date et heure correspondant aux entrées du calendrier et aux publications Instagram. Les dépenses par carte de crédit dans des hôtels de luxe pendant les heures de travail, l'abonnement à la salle de sport Frémont, les notes de restaurant marquées, dîner avec des clients. Chaque tromperie était répertoriée par ordre chronologique, chacune reliée à la suivante comme une constellation de trahison. Votre honneur, a déclaré Camilla en posant un autre dossier sur le banc du juge, le défendeur a utilisé les biens matrimoniaux pour financer une relation extra-conjugale. La loi de l'État de Washington est explicite en matière de dissipation des biens. Chaque dîner, chaque séjour à l'hôtel, chaque achat effectué pour Madame Hart constitue un détournement de fonds provenant du patrimoine matrimonial. Gary tenta de protester, mais sa voix faiblit avant d'atteindre sa conviction. Il n'y avait aucune défense à monter, pas contre les reçus, les captures d'écran et les notes de frais qui racontaient l'histoire dans les moindres détails. À chaque élément de preuve, l'expression du juge Torres se refroidissait davantage. Lorsque Camilla montra les images de vidéosurveillance de Dominique préparant un sac pour la nuit tout en prétendant « travailler tard », le juge expira par le nez, à la fois incrédule et épuisé. « Monsieur Morrison, dit-elle finalement d'une voix neutre, pensiez-vous vraiment que votre femme ne remarquerait pas 18 000 $ de dépenses non justifiées en 6 mois ?» Dominique marmonna quelque chose à propos du stress, des erreurs. « Ce ne sont pas des erreurs », l'interrompit sèchement la juge. Il s'agit d'une tromperie calculée et d'une faute financière envers votre épouse. La décision fut exactement celle que Camilla avait prédite. L'appartement, à moi. Les économies, à moi. La moitié du plan d'épargne retraite de Dominique, transféré à mon nom. Il conservait ses dettes personnelles, y compris les cartes de crédit cachées utilisées pour les hôtels et les week-ends. La juge lui ordonna également de payer mes frais d'avocat, soit 8 000 $ supplémentaires qu'il n'avait pas. Demande de dissolution accordée, conclut la juge Torres. Ce mariage est dissous. En sortant du tribunal, j'ai eu l'impression de passer d'une salle de cinéma obscure à la lumière du jour, mes yeux s'adaptant à la luminosité, mes poumons redécouvrant l'air. Camilla m'a serré la main, me félicitant d'être le genre de cliente dont rêvent les avocats. Organisée, calme et armée d'une documentation impeccable. Sur le parking, Dominique se tenait à côté de sa voiture, des papiers à la main, les regardant comme si l'encre elle-même pouvait changer le résultat. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés à travers l'asphalte glissant sous la pluie. Puis je me suis détournée, je me suis glissée dans ma voiture et je suis partie, le laissant là, debout, tel un monument à sa propre ruine. 2 mois plus tard, le mois de mars est arrivé avec un soleil inattendu et un SMS de Nathan Hart. Un café ? Je te dois un grand merci. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de Wallingford, un terrain neutre loin de nos anciennes vies. Nathan semblait en meilleure santé que dans mon souvenir. Le soleil de Dubaï avait redonné des couleurs à son visage, et l'absence du chaos d'Evelyne lui avait fait rajeunir de plusieurs années. Il s'est levé à mon arrivée, un geste que Dominique avait abandonné depuis longtemps. « Tu m'as sauvé la vie », m'a-t-il dit simplement, une fois notre café servi. J'aurais passé des années à financer ses aventures, pensant que c'était moi le problème. Nous nous sommes sauvés mutuellement, l'ai-je corrigé. Ton appel à 2h48 du matin m'a confirmé que je n'étais pas en train de perdre la tête. Il a ri, non pas amèrement, mais librement. Evelyne continue de poster des citations sur Instagram à propos de la résilience et de la « renaissance ». Elle vit avec sa mère à Tacoma et enseigne le yoga à temps partiel. J'ai sorti mon téléphone et lui et montré la dernière mise à jour LinkedIn de Dominique. Changement professionnel et leçons apprises à travers l'adversité. Nous avons tous deux ri, ce rire léger et incrédule que partagent les personnes qui ont survécu à la même tempête. Il a essayé de me contacter, a admis Nathan en remuant son café. Il voulait comparer nos notes sur Evelyne. Comme si nous allions créer une sorte de groupe de soutien pour les hommes qui ont été escroqués. Que lui as-tu répondu ? Rien. Je l'ai bloqué. Je ne suis pas intéressé par une relation fondée sur notre stupidité commune. Nous avons passé près de 2 heures à discuter, à comparer nos accords,
à raconter des moments absurdes que seuls ceux qui ont été marqués par la même trahison absurde peuvent comprendre. Avant de partir, nous avons échangé nos numéros, non par romantisme, mais par solidarité. Deux témoins du même naufrage qui pourraient parfois avoir besoin de se rappeler mutuellement que cela s'est vraiment produit. Le test suivant a eu lieu lors du dîner dominical chez mes parents. Je leur ai finalement tout raconté, pas la version édulcorée que je leur avais donnée quelques mois plus tôt, mais toute la vérité, l'ultimatum à 2h47 du matin, Evelyne, l'enquête, la liaison, le procès. Les jointures de Trevor blanchirent autour de sa bouteille de bière. Je savais que quelque chose clochait à Thanksgiving, marmonna-t-il. J'aurais dû. Tu n'aurais pas pu, l'interrompis-je. Le chagrin de ma mère s'était transformé en une sorte de feu vertueux. Elle était passée du deuil de son gendre à une fureur acérée à son égard. Je vais mettre à jour les photos de la carte de Noël, a-t-elle déclaré alors que nous débarrassions le dessert. Je l'ai déjà supprimée des 3 dernières années. La retouche photo est une bénédiction. Maman, tu n'as pas besoin de l'effacer, ai-je dit doucement. Aussi, j'en ai besoin, répondit-elle. Il s'est effacé de cette famille le jour où il a choisi quelqu'un d'autre plutôt que ma fille. Mon père leva son verre de vin. À la liberté de Ruby. Tout le monde suivit Trevor, Élise, même les jumeaux, faisant teinter leurs briques de jus de fruits. La chaleur de ce moment remplit en moi des espaces dont je ne savais pas qu'ils étaient encore froids. 3 semaines plus tard, j'ai croisé Derek chez Whole Foods, l'ancien meilleur ami de Dominique, qui ajustait maladroitement son panier entre les avocats et les fromages importés. Ruby, a-t-il dit, mon nom résonnant comme une question. Derek. Il a hésité. Je devrais te dire. Dominique est à Portland maintenant. Il travaille dans une start-up avec un de nos copains de fac. Au niveau débutant, en marketing. Débutant, ai-je répété, ces mots ayant le goût de la fin. Après 6 ans en tant que responsable de compte senior, la chute était totale. Il sort avec quelqu'un, a poursuivi Derek, visiblement mal à l'aise, mais persévérant. Elle a 24 ans. Elle vient d'obtenir son diplôme. Elle le trouve sophistiqué. J'ai esquissé un sourire. J'espère qu'elle est plus intelligente que je ne l'étais. Il changea de position, hésitant. Il parle parfois de toi. Il dit qu'il veut tourner la page. Qu'il veut s'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, dis-je doucement. Et ce n'est pas à lui de me permettre de tourner la page. C'est quelque chose que je me suis accordé moi-même, à 2h47 du matin, au moment où j'ai cessé de participer à ces mensonges. J'ai laissé Derek là, debout avec ses articles de fête, réalisant enfin que l'indifférence était la forme la plus pure et la plus complète de conclusion. La rencontre chez Whole Foods a duré environ 10 minutes avant de se dissoudre comme du sucre sous la pluie. J'ai terminé mes courses, je me suis acheté un bouquet de tulipes jaunes, des fleurs qui n'appartenaient qu'à moi, et j'ai pris la route vers l'appartement qui était devenu mon sanctuaire. L'après-midi de mai s'étirait, doré, à travers mes fenêtres, et je les ai ouvertes en grand, laissant les bruits de la ville se mêler à ma musique. 6 mois. 6 mois depuis que ce message reçu à 2h47 du matin avait brisé ma vie comme un œuf, laissant quelque chose de nouveau et d'inattendu prendre forme. J'avais commencé à suivre des cours de poterie le jeudi, mes mains apprenant à modeler l'argile pour en faire des bols et des vases imparfaits, mais qui m'appartenaient. J'avais rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le dimanche matin, découvrant des sentiers que je n'avais jamais explorés pendant mes années de mariage, années passées à attendre que Dominique décide de nos projets. Le premier samedi de juin était clair et ensoleillé, le genre de soleil qui attire tout Seattle à l'extérieur. Le marché de Pike Place était bondé, et je m'y promenais lentement, sans horaire pour me presser. Les vendeurs de fleurs annonçaient leurs prix, leurs seaux débordant de pivoine et de roses. J'étais en train d'admirer un bouquet de tournesols large et sans complexe, quand j'ai senti ce changement subtil dans l'air qui signifie que quelqu'un vous observe. Dominique se tenait à 6 mètres de moi, près du stand où l'on vendait du poisson, la main posée sur le bas du dos d'une jeune femme qui semblait tout juste sortie de l'université. Elle rayonnait d'un optimisme encore intact et le regardait avec admiration tandis qu'il lui montrait quelque chose dans le marché. Sa robe d'été était d'un jaune plein d'espoir, la couleur de quelqu'un qui croit encore aux fins heureuses. Je reconnaissais cette expression. C'était la mienne il y a 5 ans, avant que j'apprenne que certains hommes traitent l'amour comme un magasin de proximité, prenant ce dont ils ont besoin et partant dès qu'ils trouvent quelque chose de plus brillant dans la rue. Il m'a vu. Sa main a quitté son dos,
Son corps s'est légèrement tourné vers moi, comme une boussole trouvant le nord. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait s'approcher, qu'il allait essayer de créer une scène de film où les ex échangent des mots pleins de sens. Il a ouvert la bouche, prononçant le début de mon nom. Je me suis retournée vers les tournesols. J'en prendrai 6, ai-je dit au vendeur en sortant de l'argent de mon portefeuille. Derrière moi, je sentais la présence de Dominique comme un changement de temps, mais je ne me suis pas retournée. Le vendeur a emballé mes tournesols dans du papier brun, les a soigneusement attachés avec de la ficelle et me les a tendus avec un sourire. Je passais devant les vendeurs de poissons, à travers la foule où Dominique se tenait toujours immobile. Sa nouvelle petite amie tirait sur son bras, lui posant des questions que je pouvais facilement imaginer mais que je ne me souciais pas d'entendre. Mon indifférence n'était pas feinte. Elle était réelle, aussi réelle que les tournesols dans mes bras, aussi solide que le sol sous mes pieds. Dominique était devenu un étranger, quelqu'un dont l'histoire ne touchait plus la mienne. Et cette vérité avait exactement le goût de la liberté. Le lundi matin, Élise Davenport est venue dans mon bureau, pas dans mon box, mais dans mon vrai bureau. La promotion s'était concrétisée en avril, une récompense discrète pour avoir survécu avec élégance. Le conseil d'administration s'est réuni vendredi, a-t-elle dit en fermant la porte derrière elle. Il crée un nouveau poste, directeur de la conformité et de l'éthique. Il est à toi si tu le veux. J'ai posé mon café avec précaution. Pourquoi moi? Parce que vous avez mené l'enquête avec un professionnalisme irréprochable alors que votre vie personnelle s'effondrait, répondit-elle. Parce que vous avez maintenu la qualité de votre travail alors que la plupart des gens auraient craqué. Et parce que le conseil d'administration estime qu'une personne capable de gérer une crise de cette ampleur tout en protégeant les intérêts de l'entreprise est exactement celle qui devrait prévenir les crises futures. L'ironie était presque poétique. La fraude de Dominique avait rendu ce poste nécessaire, et le fait d'avoir survécu à sa trahison faisait de moi la personne idéale pour le pourvoir. Le salaire mentionné par Élise me rendait reconnaissant d'être assis suffisamment non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer, voyager, économiser et ne plus jamais dépendre de personne. Il y a encore une chose, ajouta-t-elle. Le bureau d'angle au 17e étage, celui qui donne sur Elliott Bay, est à vous. Après son départ, je me suis tenue debout dans ce qui allait bientôt devenir mon nouveau bureau, regardant les ferries glisser sur l'eau comme des promesses lentes. Le succès avait un goût différent quand on le méritait, non pas malgré un désastre, mais grâce à la façon dont on l'avait affronté. Chaque feuille de calcul que j'avais remplie pendant que mon mariage s'effondrait, chaque réunion que j'avais dirigée pendant que ma vie se reconstruisait, tout cela avait compté. Ce soir-là, Seattle offrait l'une de ces tempêtes estivales caractéristiques, soudaines, purificatrices et vivantes. J'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement, laissant l'air parfumé par la pluie envahir l'espace. L'appartement avait changé depuis janvier. De nouvelles œuvres d'art couvraient les murs, des pièces que j'avais choisies sans consulter personne. Des couleurs que Dominique aurait qualifiées de trop vives. Des plantes prospéraient dans les coins où trônait autrefois son équipement de jeu. Les livres étaient empilés librement sur les surfaces, car je n'avais plus besoin de tout garder impeccable pour quelqu'un qui ne le remarquait même pas. Finalement, je me suis retrouvée dans le placard, sortant le dossier que Camilla m'avait remis lors de notre dernière réunion. Le jugement de divorce, tamponné et officiel, semblait appartenir à une époque révolue, même si seulement quelques mois s'étaient écoulés. J'ai envisagé de le jeter, mais je l'ai finalement remis à sa place, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une preuve de survie. Dehors, la pluie s'intensifiait. Je me suis préparé un thé et je me suis installé sur le canapé, désormais agencé pour le confort d'une seule personne, et non plus pour le compromis de 2 personnes. Mon téléphone reposait en silence sur la table basse, n'étant plus une source d'anxiété, ni un déclencheur de questions sur les personnes à qui Dominique envoyait des SMS ou sur les excuses qu'il inventerait ensuite. Ce n'était plus qu'un simple appareil, quelque chose qui me reliait aux personnes qui voulaient vraiment de moi dans leur vie. C'est alors que j'ai pris conscience de la situation, de manière soudaine et totale, comme l'averse dehors. Le message envoyé à 2h47 du matin n'était pas une fin, mais un cadeau enveloppé dans du fil barbelé. L'ultimatum de Dominique vient me chercher ou c'est fini, m'avait forcé à faire le premier choix honnête que j'avais fait depuis des mois, voire des années. J'avais choisi moi-même. Pas la vengeance, même si cela aurait été facile. Pas la confrontation cinématographique que les films nous apprennent à désirer.
Juste l'acte révolutionnaire et silencieux de dire « c'est fini alors » et de le penser vraiment. La paix que je ressentais maintenant n'était pas l'absence de conflit. C'était la présence de la vérité. Chaque pièce de mon appartement respirait l'honnêteté. Tous les projets que je faisais ne reflétaient que mes propres désirs. Chaque matin arrivait sans le poids de la tromperie. La vengeance aurait signifié rester lié à son chaos, consacrer mon énergie à quelqu'un qui m'en avait déjà pris trop. Mais les conséquences, elles sont venues naturellement, comme la pluie après la sécheresse. Son travail, perdu, à cause de sa propre fraude. Sa maîtresse, partie, une fois l'excitation retombée. Sa réputation, détruite par ses propres choix, désormais consignée par écrit. Je n'avais pas eu besoin d'orchestrer quoi que ce soit. La vérité a son propre élan. J'ai fermé les yeux, écoutant la pluie contre les fenêtres, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne me réveillerai plus jamais à 2h47 du matin à cause de la crise de quelqu'un d'autre déguisé en ma responsabilité. Cette heure précise était devenue sacrée à l'inverse. Le moment où j'avais choisi la paix plutôt que le drame, le silence plutôt que le chaos, et moi-même plutôt que quelqu'un qui avait déjà choisi quelqu'un d'autre. La jeune femme qui était avec Dominique à Pike Place apprendrait ses propres leçons avec le temps. Derek finirait par ne plus se sentir obligé de m'envoyer des nouvelles. Nathan et moi échangerions parfois des SMS comme des vétérans de la même guerre, reconnaissant tranquillement à quel point la paix était préférable à la bataille. Mais ce soir, dans mon appartement rempli d'œuvres d'art, de plantes et d'un silence qui ressemblait à de la musique, j'ai compris la vérité ultime. La paix a meilleur goût que la vengeance, car elle est permanente. La vengeance est un repas que l'on consomme une seule fois. La paix est une maison dans laquelle on habite pour toujours. Et à 2h47 du matin, quand Seattle dort et que le monde retient son souffle, je dors aussi profondément, complètement et enfin libre.